Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui continuer notre leçon. Nous en étions restés au grand 2, petit 1. On va passer aujourd'hui au petit 2, la nouvelle usine du monde. Je vous rappelle qu'on est en train de parler de l'Asie du Sud-Est et on va aujourd'hui voir que, notamment dans le grand 2, c'est une zone qui fabrique énormément des produits que l'on utilise aujourd'hui, par exemple en Europe. Et on va voir notamment cela à travers le petit 2, je vous l'ai dit, et à travers une première vidéo sur le Laos. Vous allez découvrir ce pays qui a aujourd'hui une croissance qui est assez intéressante. Vous le voyez, entre 2013 et 2017, une croissance qui est évaluée à plus de 7%. Et on va voir que c'est surtout dû aux ateliers qui fabriquent de nombreux produits que vous utilisez aujourd'hui. Regardez la vidéo, on en discute juste après. Sabaïdi, en laotien, ça veut dire bonjour. Un mot que de nombreux entrepreneurs français vont très vite apprendre. Car Paris a lancé une offensive économique sur ce petit pays. Au Laos, on célèbre l'ouverture économique pour ses bienfaits sur la population. Même discours dans cette usine textile de Vientiane. Alpilao fabrique des vêtements pour des marques comme Gémeaux, Benetton ou Sisley. On y vante les avantages compétitifs du Laos, où près d'un habitant sur 3 vit avec moins de 1,25 $ par jour. Les salaires y sont plus bas qu'en Chine ou qu'au Vietnam. Les droits de douane vers l'Europe y sont aussi moins élevés grâce au SPG, le système de préférence généralisé. Nous sommes toujours compétitifs parce que nous bénéficions du SPG+. C'est un dispositif mis en place pour les pays les moins développés. 0 $ de taxes pour les échanges avec l'Europe. Comparativement, nous avons une main-d'œuvre moins chère que celle du Vietnam. Là-bas, c'est 190 à 200 $. Et le salaire minimum laotien est de 78 $. Donc, comparé aux autres, nous avons une main-d'œuvre moins chère. Toujours moins pour toujours plus de compétitivité. Le but est clair, s'aligner sur les grands voisins. Dirigé depuis 1975 par un parti communiste autoritaire, le Laos rejoindra dans 2 ans l'ASEAN, le marché commun économique de l'Asie du Sud-Est. Au Laos, nous sommes maintenant dans l'économie de marché. On a conscience qu'avec l'intégration de l'ASEAN, nous aurons beaucoup de concurrence. Mais nous sommes déterminés à intervenir sur ce marché commun. Nous sommes prêts. Lui aussi est prêt à affronter la concurrence internationale. Tan Hong Sing dirige depuis 16 ans une entreprise informatique de 65 employés. Quand on commençait, on n'était que seulement 5 personnes. Et maintenant, on a vu que dans les 16 années, la demande, la consommation des produits et des services de l'informatique, elle augmente tous les années et de plus en plus. L'environnement est différent. Alors ici, parfois, il y aura des choses dans le futur qu'on peut peut-être faire en Thaïlande, au Vietnam ou en Birmanie, tout ça. Mais en ce moment, on est vraiment concentré ici au Laos parce que le marché grossit et même dans le pays ici, on ne peut pas couvrir toutes les demandes. Toutes ces demandes, les investisseurs français les ont bien évaluées. Paris est même le premier partenaire européen du Laos. La société SDV, spécialisée dans l'organisation de transport et logistique, dispose d'un réseau dans toute l'Asie. S'implanter au Laos était une évidence. Si on regarde un petit peu l'évolution des marchés asiatiques, on voit qu'il y a une baisse de performance, dans un certain sens, pour le coût du travail, notamment en Chine, et que cette situation devrait amener des opportunités de transfert de production, probablement, vers un certain nombre de pays de l'ASEAN, dont le Laos, mais aussi le Cambodge, et je pense bien sûr au Myanmar, qui est un pays dans lequel on parle beaucoup. Même stratégie commerciale pour Essilor. Le fabricant de verres correcteurs vient d'ouvrir une usine dans le sud du pays, à Savannakhet, une zone économique spéciale. Pour son directeur, le Laos est un tremplin. Je pense que ça peut être une plateforme d'entraînement, dans le sens propre de l'entraînement physique ou technique d'une société qui vient s'installer, qui n'a pas les moyens ou qui ne sait pas comment faire pour attaquer demain le Vietnam, la Thaïlande, la Chine, et qui se dit mais dans le fond le Laos c'est une plateforme intéressante pour moi de venir y fourbir mes armes quelque part pour attaquer les autres pays avoisinants. Une plateforme peu risquée et surtout peu coûteuse.
Alors, vous l'avez vu à travers l'exemple du Laos, c'est effectivement une région, et c'est notre première flèche, qui a connu une forte croissance de la production industrielle. En fait, on aurait pu s'appuyer sur d'autres exemples que celui du Laos, mais évidemment, ça permettait de changer un petit peu. Il y a évidemment les exemples chinois et indiens qui sont très développés sur Internet. Vous avez beaucoup de vidéos qui concernent justement les fabrications de produits industriels qui se font dans ces deux pays-là. En fait, vous le voyez, c'est une zone qui fabrique énormément, notamment de produits industriels, de produits que vous utilisez dans la vie de tous les jours, de toute façon. Et on voit très bien que la Chine, comme l'Inde, comme le Laos, en général, vont fabriquer plutôt des produits à bas coût, très compétitifs, alors que la Corée et le Japon vont rester plutôt dans des produits de haute technologie. Ça rejoint ce que l'on avait dit la semaine dernière, vous vous rappelez, avec la stratégie en vol d'oie sauvage. Alors, aujourd'hui, la Chine est évidemment le gros producteur industriel de la zone, puisqu'elle a dépassé en volume la production industrielle américaine. Mais la Chine et l'Inde ont aussi une capacité à s'ouvrir vers un marché intérieur, c'est-à-dire, vous le savez maintenant, il y a véritablement une classe moyenne notamment qui consomme dans ces deux pays-là, et donc ils peuvent à la fois vendre et exporter vers vous une partie de leur production industrielle, mais également s'intéresser à un marché intérieur, c'est-à-dire vendre aux populations du pays, parce que désormais vous avez des consommateurs qui achètent. Exemple, l'industriel Tata qui va par exemple commercialiser des voitures qui ne sont pas du tout pour l'Europe, mais qui sont plutôt pour l'Inde, et qui vont être des voitures à bas coût. Alors évidemment, c'est une zone qui a bénéficié de nombreuses délocalisations industrielles qui sont venues d'Europe et d'Amérique du Nord. Alors vous savez que nous, on a vu des ateliers, des usines fermées dans les années 70-80 notamment, et ça continue encore aujourd'hui. Et ces usines, ces ateliers se sont délocalisés en Asie du Sud-Est, puisque évidemment vous aviez une main-d'œuvre nombreuse, de qualité et à bas coût. Donc évidemment, vous avez eu de ce fait-là un accroissement de la production industrielle dans cette zone. Voilà pour donc cette première flèche. On peut maintenant passer à notre seconde. Alors dans cette seconde flèche, on va expliquer que cette industrie qui est en pleine croissance, à la fois s'est affirmée vers les marchés intérieurs, on l'a dit par exemple pour la Chine et l'Inde, mais aussi et avant tout vers l'extérieur. C'est-à-dire ce sont des industries très extraverties qui sont ouvertes notamment à la mondialisation, et ça s'explique notamment par la mise en place d'une économie de marché. Alors vous connaissez très bien l'exemple chinois, puisqu'on a vu notamment avec Deng Xiaoping la mise en place d'un socialisme de marché, vous vous rappelez, dans les années 80, c'est-à-dire garder le système communiste politique, mais adopter une économie de marché, c'est-à-dire une économie qui est tournée vers le profit et vers l'exportation. Alors, en second point de cette seconde flèche, on rappelle aussi que cette industrie a été souvent aussi littoralisée. C'est-à-dire que vous allez trouver, on reverra tout à l'heure cette diapo, vous allez trouver beaucoup d'industries, par exemple sur le littoral chinois. Donc on a volontairement placé beaucoup, par exemple, de ces fameuses ZES, vous vous souvenez, zones économiques spéciales sous Deng Xiaoping, on les a souvent littoralisées, c'est-à-dire elles sont déjà prêtes pour l'exportation. Et puis il y a un dernier atout dans la zone et qui permet d'expliquer le fait que économiquement toute cette industrie soit très extravertie. Il y a aussi une organisation qui s'affirme de plus en plus, c'est l'ASEAN, que vous avez déjà placé sur des cartes précédemment et qui réunit un certain nombre de pays de la zone. Mais regardez, pas finalement les plus importants, il n'y a pas l'Inde, il n'y a pas la Chine, il n'y a pas le Japon, et pourtant cet ASEAN va favoriser le commerce et l'industrie à la fois entre les pays membres, mais également vers l'extérieur, donc au sein de la mondialisation. Alors dans la troisième flèche, on va tenter de présenter les différents acteurs qui permettent cette croissance industrielle. D'abord, nous allons parler des FTN, et principalement des FTN japonaises. Vous en avez certaines à l'écran que vous connaissez probablement. Et il y a également des FTN coréennes très puissantes. Il y a un système d'organisation que l'on trouve en Asie, alors qu'on l'on surnomme Keiretsu au Japon et Chaebol en Corée. C'est en fait un ensemble d'entreprises de domaines variés qui vont, vous le voyez, entretenir des participations croisées. Alors pour être très concret, par exemple, vous avez ici Mitsubishi qui va à la fois être spécialisé, regardez, dans le textile, le verre, le pétrole, la construction, l'alimentation, le papier, la chimie. Bref, en fait, derrière la marque Mitsubishi, vous avez de nombreuses branches représentées et vous avez au sein de cette entreprise évidemment des progrès constants, et parfois on va échanger des savoirs entre ces différents domaines, et on le retrouve cet exemple également par exemple avec la marque Yamaha qui a de très nombreux domaines d'intervention. Vous connaissez peut-être des instruments de musique Yamaha, du matériel hi-fi, des motos, et on peut dire de la même chose par exemple de Samsung. Vous connaissez évidemment les smartphones Samsung, mais vous savez aussi qu'ils fabriquent des téléviseurs, donc du matériel hi-fi, et puis on va aussi trouver, mais ça vous le connaissez peut-être un peu moins, Samsung Motors qui va fabriquer des voitures. Donc on voit ici un système
que l'on trouve particulièrement en Asie et qu'il faut connaître. Et puis le deuxième acteur important, évidemment, il faut le rappeler, c'est l'État. Alors les États en Asie interviennent beaucoup dans l'économie. Ça n'est pas exactement le même capitalisme que l'on peut trouver en Europe ou en Amérique du Nord. C'est un capitalisme dans lequel, je l'ai dit, l'État intervient beaucoup. Principalement avec des entreprises d'État, notamment en Chine. Alors évidemment, lorsque vous avez une entreprise d'État qui dégage de nombreux excédents commerciaux, ça lui donne ensuite une capacité d'investissement. Alors c'est-à-dire que l'État chinois, vous le savez, investit énormément en Chine, mais c'est aussi grâce à ces entreprises d'État qui vendent très bien et connaissent une croissance industrielle constante. Ça va leur permettre de dégager de l'argent, ce qu'on appelle des fonds souverains qu'ils vont investir à l'étranger, donc notamment en Afrique. Et puis vous avez des États qui vont favoriser aussi l'installation d'ateliers, vont favoriser les délocalisations en fait européennes et nord-américaines en créant des situations d'accueil très favorables pour ces ateliers, pour ces usines, notamment en créant des zones franches. Donc évidemment, on va attirer ici beaucoup de FTN étrangères, vous avez vu l'exemple avec le Laos, dans des zones qui sont très intéressantes pour tous ces usines et tous ces ateliers qui vont déménager vers l'Asie. Alors je vous propose de passer maintenant au petit 3 des interfaces actives. Alors on va passer un petit peu plus rapidement sur cette partie. On va d'abord commencer par une première flèche qui va rappeler que en Asie du Sud-Est, on a des interfaces maritimes très puissantes et très actives. Vous avez notamment la côte orientale chinoise, vous avez aussi le littoral japonais, coréen et également Singapour. Regardez dans le classement des 10 premiers ports mondiaux, on a de nombreux ports de l'Asie du Sud-Est qui figurent dans les 10 premiers. Donc très actifs, on l'a dit, ce sont des interfaces très intégrées à la mondialisation et donc on est ici au centre d'une ère de croissance très puissante et vous l'avez déjà représenté à différentes reprises sur les cartes que vous aviez à faire depuis le début de l'année. Seconde flèche, elle est peut-être un peu moins évidente, on parle de dynamique transfrontalière. En fait, vous le savez parce qu'on l'a déjà vu par exemple avec l'ALENA ou l'Union européenne, lorsque l'on crée ce genre d'organisation régionale, au niveau des frontières, évidemment, vous avez des échanges qui sont facilités et donc ça devient en fait des zones particulièrement dynamiques. On l'a vu avec les exemples entre les États-Unis et le Canada par exemple, on avait vu les maquiladoras entre les États-Unis et le Mexique. Là, de la même manière, par exemple, vous avez un triangle de croissance qui s'est formé, mais que vous connaissez probablement un petit peu moins, entre Indonésie, Singapour et Malaisie. Alors on le surnomme Sijori, Singapour, Johor, Rio. Et en fait, vous avez ici de nombreux échanges commerciaux, mais pas seulement, vous avez aussi une main-d'œuvre qui bouge entre ces trois pays afin justement de produire le plus possible et en général en faisant des gains très importants. Donc, ces dynamiques transfrontalières sont à souligner également. C'est peut-être un peu moins évident pour vous, mais ça permet de conclure ce grand 2 et de passer à notre grand 3. Un colosse au pied d'argile, vous le voyez sous forme de questions. On va en effet s'interroger dans cette partie sur les défis qui remettent en cause un petit peu cette croissance d'Asie du Sud-Est. D'abord, en petit 1, on va parler de la dépendance du continent. Alors la première flèche va être très actuelle puisqu'on va s'intéresser à la dépendance à la mondialisation. Alors vous avez peut-être entendu les différentes constatations concernant la situation actuelle liée au coronavirus où effectivement on se rend compte que par exemple les Européens, la France en général sont assez dépendants de l'Asie et notamment de la Chine, puisque par exemple lorsqu'on a eu la pénurie de masques, on s'est rendu compte qu'effectivement ils venaient pour la plupart de Chine et qu'aujourd'hui on était extrêmement dépendant de l'économie chinoise. Mais vous pouvez également tirer le même constat dans l'autre sens. On s'est rendu compte aussi que cette Asie du Sud-Est était extrêmement dépendante de l'économie mondiale et que en fait, ce continent n'échappe pas aux crises. On avait l'impression jusque-là qu'en gros, il avait une sorte de croissance continue, mais regardez déjà, lors de la crise des subprimes, 2007-2008, on voit qu'il y a un effondrement également de la production industrielle, ralentissement de l'économie mondiale, et on voit qu'en Chine, la production industrielle est impactée, puis ça remonte. Et puis regardez, déjà depuis quelques années, on sent que la Chine traverse une période un petit peu plus compliquée économiquement et notamment industriellement parlant. Et puis regardez, les chiffres là, ce sont les plus actuels possibles. J'ai essayé de trouver un graphique assez proche, il date de mars. Et en mars, on voit déjà un effondrement total de la production industrielle chinoise. Alors évidemment, ça nous informe sur leur dépendance aux débouchés. Évidemment, lorsque l'Europe se fige, lorsque l'Europe se ferme et se confine, eh bien plus personne ne consomme. Et donc vous avez une production industrielle chinoise qui s'effondre totalement. Donc en fait, les économies asiatiques, et pas seulement chinoises, sont très dépendantes de leurs exportations. Et lorsque celles-ci sont perturbées, soit par une crise économique, ici, soit là par une grave crise sanitaire que l'on n'avait jamais connue précédemment, évidemment, vous avez les marchés chinois et l'industrie chinoise, mais on peut l'étendre ici à toute l'Asie du Sud-Est qui vont eux aussi subir cette crise de plein fouet et donc ça vous montre la dépendance de toute cette zone évidemment à leur exportation. Et à partir du moment où l'Asie
ne vend plus, n'exporte plus. Cette Asie du Sud-Est, évidemment, elle est paralysée et ses économies peuvent évidemment s'effondrer aussi. Donc, on voit très bien ici une dépendance à la mondialisation et la crise actuelle peut permettre de tirer certaines conclusions. Alors, on verra bien dans les années à venir quelles vont être les décisions concernant justement cette dépendance dans les deux sens, à la fois en Asie du Sud-Est, mais également en Europe, puisque évidemment, il faudra peut-être changer certaines choses par rapport aux différents modes de fonctionnement qu'on a évoqués depuis le début de l'année lorsqu'on parlait de la mondialisation. Alors on passe ensuite à notre seconde flèche qui va évoquer une autre dépendance importante asiatique, c'est la dépendance énergétique. C'est-à-dire que c'est un continent qui est extrêmement pauvre en gaz et en pétrole. Alors ici vous voyez les chiffres qui concernent toute l'Asie. Seulement 10% de la production de pétrole et de gaz à l'échelle de la planète. Mais attention, si vous zoomez uniquement sur l'Asie du Sud-Est, eh bien, en termes de pétrole, on n'y trouve que 2,5% des réserves mondiales. En termes de gaz, seulement 8% des réserves mondiales. Bref, ils vont devoir énormément importer leur énergie, particulièrement du Moyen-Orient. Alors évidemment, de nombreux États font des choix par rapport à ça, notamment Singapour et la Corée en termes d'énergie renouvelable. La Chine, vous le savez, également investit beaucoup sur le nucléaire. Donc ils essayent de justement ne plus forcément dépendre, vous le voyez ici, des pays particulièrement du Moyen-Orient. Mais cette dépendance énergétique fragilise évidemment l'Asie puisqu'ils vont forcément énormément importer le gaz, le pétrole. Rappelez-vous, on avait dit aussi que cela permettait d'expliquer aussi le système de Chine-Afrique puisque la Chine cherche beaucoup à investir dans le secteur de l'énergie en Afrique puisque notamment elle manque énormément de toutes ses réserves énergétiques dans son pays. Donc là encore une fois, l'exemple chinois peut être généralisé à toute l'Asie du Sud-Est qui est très pauvre en gaz, en pétrole particulièrement. Dans le petit 2, les défis des inégalités et du mal-développement, vous pouvez vous appuyer largement sur l'étude de cas que nous avions faite sur Mumbai, puisque rappelez-vous, on avait dit qu'à Mumbai, on trouvait un revenu par habitant qui était 3 fois supérieur à ce que l'on trouvait en moyenne en Inde, mais en même temps, on trouvait aussi le plus gros bidonville d'Asie. Donc vous aviez des inégalités très fortes juste dans une ville. Et cette ville, en fait, elle est un peu le miroir de ce que l'on trouve dans toute cette Asie du Sud-Est. D'abord, on rappelle dans la première flèche que, comme ce que l'on avait vu à Mumbai, il y a aussi une Asie du Sud-Est qui réussit, avec 560 milliardaires en Asie, avec en général de l'argent qui provient de l'immobilier, de la finance, de l'industrie, mais aussi une classe moyenne émergente qui se développe, qui consomme, et donc qui permet aussi d'amener une certaine croissance au sein de ce continent. Mais, et les deux flèches qui suivent vont permettre de nuancer tout cela, vous avez dans le même temps une pauvreté notamment urbaine qui est extrêmement forte, avec des bidonvilles immenses dans de nombreuses mégapoles asiatiques, et vous avez parfois côte à côte, à la fois, on l'a dit, des bidonvilles à l'image de Dharavi, et puis des gated communities. Vous savez, ce sont ces quartiers où les riches se réunissent, mais ce sont des quartiers fermés. Donc à côté de ces quartiers riches fermés, vous avez 1/5 de la population asiatique qui vit avec moins de $2 par jour. 40% des Asiatiques donc de la zone vivent sous le seuil de pauvreté mondiale. Donc on voit très bien ici des inégalités qui sont très fortes et parfois ces inégalités elles se voient également à l'échelle des pays comme vous le voyez à l'écran. Vous avez en général, mis à part le Japon, la Corée et les 4 dragons, où là vous avez des IDH qui sont plutôt forts et bons, Corée du Sud, Japon, etc. Vous avez des IDH qui sont globalement moyens, 0,7 en Chine, 0,63 au Vietnam, 0,58 en Inde. Vous voyez, c'est assez peu. Pourtant, on considère ce pays comme un BRICS très important, donc un émergent qui pèse dans l'économie mondiale. Et puis, bien sûr, vous avez des pays qui sont en vraie difficulté par rapport à la mondialisation et ne parviennent pas véritablement à engager un véritable développement. Vous avez notamment la Birmanie, le Laos, le Cambodge, où là, vous avez des indicateurs qui, vous le voyez en termes d'IDH, sont situés en dessous des 0,6, donc des chiffres qui sont inquiétants. Et donc, comme quoi le développement de cette zone asiatique n'est pas généralisé. Il y a encore des pays qui sont en difficulté et au sein desquels le développement n'est pas tout à fait engagé. Je vous propose de passer maintenant pour terminer cette leçon au petit 3, le défi environnemental et lié également au risque naturel. On l'appelle Airpocalypse, ce phénomène de pollution de l'air qui frappe la Chine chaque année et enveloppe les grandes villes d'un épais brouillard toxique. Shanghai, Pékin, Harbin, Chengdu et même Lhasa, la capitale tibétaine, sont fortement touchés. Vu du ciel, cela ressemble à ça. Pékin se cache ici. À l'origine de ce brouillard, 2 causes principales. D'abord, la production d'électricité, notamment pour chauffer la population en hiver. D'autant que 70% de l'énergie chinoise est produite à base de charbon dans plus de 1000 centrales à travers le pays.
Une consommation record qui brûle chaque année la moitié de la production mondiale. Mais il y a aussi l'explosion du trafic automobile. En l'espace de 7 ans, le nombre de voitures a triplé dans le pays, passant de 21 millions en 2005 à 74 millions en 2011. Aujourd'hui, une voiture fait son apparition dans le parc automobile chinois toutes les 2 secondes. Les conséquences sont dramatiques. En 2010, la pollution extérieure aurait fait plus d'1 million de morts prématurées, en grande partie à cause de cancer du poumon. À l'échelle de la planète, une personne sur 3 qui meurt prématurément de cette pollution est chinoise. Alors, face à cette catastrophe sanitaire, le gouvernement promet des mesures. À Pékin, Canton ou Shanghai par exemple, le nombre de nouvelles immatriculations est limité à 240, 120 ou 100 000 par an. Concernant l'industrie, les autorités promettent de réduire ses émissions les plus polluantes de 30% en 5 ans. Et pour ce qui est du charbon, sa part dans la production d'énergie devrait passer de 70 à 65% d'ici 2017. Mais ces promesses timides laissent sceptiques, car Pékin se heurte aux grandes industries et aux gouvernements locaux pour lesquels l'amélioration de la qualité de l'air est un obstacle au développement économique. En attendant, la Chine continue de tousser. Depuis le début de cette vidéo, 7 Chinois sont morts prématurément à cause de la pollution. Aujourd'hui encore, nous avons du mal à réaliser ce que nous avons vu ce jour-là. Assis dans cette barque, en compagnie de Maman le pêcheur, nous avons flotté des heures sur ce tapis d'ordures. Avec la chaleur et l'humidité, l'odeur est pestilentielle. Il y a quelques mois, Maman a entrepris une reconversion impensable. Aujourd'hui, il ne pêche plus de poissons, mais du plastique. Avant, il y avait beaucoup de poissons et ça nous suffisait pour vivre. L'eau était propre. Maintenant, il n'y a plus de poissons du tout. La rivière, c'est devenu une poubelle. Essayons de comprendre pourquoi l'Asie est plus touchée que le reste du monde. Car c'est en paramétrant le risque que l'on peut prévoir les évolutions. Sur cette carte de l'Asie, nous faisons figurer le risque de mortalité lié à ces catastrophes, avec 3 niveaux de risque. Faible en jaune, moyen en orange et fort en rouge. Premier paramètre, l'Asie constitue l'une des régions les plus instables de la planète sur le plan sismique et volcanique. Ensuite, au niveau météorologique, l'Asie est exposée à une activité cyclonique intense. Et puis enfin, c'est une région où les moussons sont régulièrement amplifiés par les phénomènes de courant océanique, El Niño ou La Niña. Vous voyez là une carte des anomalies de précipitation entraînées par ces 2 phénomènes. Voilà donc pour la géographie physique. Eh bien, la géographie humaine vient aggraver l'ampleur des désastres. D'abord, il y a la densité de population. La région Asie représente 60% de la population mondiale à elle seule, donc mécaniquement, le nombre de personnes exposées est plus important. Donc grâce à la vidéo que vous venez de voir, vous comprenez que les défis sont encore nombreux, notamment les défis environnementaux dans cette zone d'Asie du Sud-Est. D'abord, la rapidité de l'industrialisation, de l'urbanisation, de la littoralisation, c'est-à-dire cette croissance accélérée de toute cette zone asiatique, a forcément accéléré la dégradation de l'environnement. D'abord, on rappelle que l'Asie, c'est le premier émetteur de CO2 de la planète, puisqu'elle va émettre à elle seule 40% des émissions de CO2 de la planète. La Chine, à elle seule, c'est 25% des émissions de CO2 de la planète, ça en fait
évidemment le premier pollueur mondial, et avec des émissions de CO2 qui ont, imaginez-vous, augmenté de 120% au cours des 10 dernières années. Alors évidemment, c'est lié à son activité économique, à son activité industrielle. On verra qu'elle s'est engagée sur certaines choses dans la seconde flèche, mais on est encore loin du compte, ça on le verra juste après. Bon, on rappelle aussi que vous avez une surexploitation de certaines ressources naturelles et parfois qui vont accélérer certaines catastrophes environnementales. Alors vous avez par exemple, c'est assez connu, en Indonésie, une déforestation qui fait des ravages. On parle souvent de l'huile de palme qui tue en fait l'habitat naturel des orang-outans. Vous avez beaucoup de vidéos là-dessus. Par exemple, la marque Nutella est assez critiquée par rapport à ça. Et puis vous avez évidemment une pollution des eaux qui est très forte et très problématique dans la zone. Alors je vous l'ai dit, en seconde flèche, on a quand même certains progrès qui s'amorcent. Je vous en ai parlé précédemment. Vous avez par exemple le recours à certaines énergies renouvelables. Par exemple, ça se fait pas mal à Singapour. Et puis la Chine, alors c'est assez étrange, elle s'est engagée à atteindre le pic de ses émissions de CO2 en 2030. Mais après, elle a promis en gros d'amorcer une baisse grâce notamment à l'utilisation d'énergies renouvelables. Alors ce qu'il y a de véridique, c'est que la Chine investit énormément dans les énergies renouvelables, les panneaux solaires, etc., l'éolien. Mais évidemment, il y a encore énormément de travail puisque pour le moment, ces émissions en CO2 ne baissent toujours pas. Et enfin, dernière flèche, l'Asie n'est pas épargnée et c'est même l'inverse. C'est le continent des catastrophes naturelles. Alors vous le voyez à travers la carte qui est projeté ici. Il y a énormément de catastrophes naturelles, de risques naturels dans la zone, notamment les séismes. Vous avez évidemment des typhons, des éruptions volcaniques. Alors le Japon représente très bien ces différents risques naturels. Et pour vous donner un chiffre, c'est un continent qui a connu 38% des catastrophes naturelles mondiales sur la période 2000-2015, avec tout de même environ 60% du total des victimes de la planète se trouvent dans cette zone Asie du Sud-Est. Donc c'est une zone qui est particulièrement exposée à des risques naturels, on l'a dit, séismes, etc. Et ça n'est pas du tout anecdotique, loin de là, ça peut évidemment perturber totalement les économies. Évidemment, vous aviez peut-être encore en tête certains tsunamis qui se sont passés dans la zone dans les années 2000-2015. Vous en avez eu deux importants, un qui a touché le Japon, un qui a touché la Thaïlande notamment. Vous les connaissez, je pense, vous en avez déjà entendu parler. Bref, ces risques naturels sont évidemment problématiques pour la zone et pour l'Asie du Sud-Est en général. Conclusion de cette leçon, alors évidemment, c'est une zone qui a connu une forte croissance démographique mais également économique, et à la fois la démographie et l'économie entretiennent des liens qui sont assez complexes, puisqu'on l'a dit, c'est une région qui va concentrer 55% de la population mondiale environ. Alors c'est à la fois un atout, mais c'est aussi un défi pour l'Asie du Sud-Est. Et puis, à ces défis liés à la démographie, on a terminé la leçon par cela. Vous avez d'autres défis liés à la mondialisation, liés également, on l'a vu, à l'environnement, aux risques naturels. Bref, c'est à la fois très intéressant à étudier car vous avez vraiment un dynamisme économique, mais vous avez aussi des interrogations, des questions pour le futur qui se pose sur cette Asie du Sud-Est. J'espère que cette leçon a bien été comprise de votre côté. On se retrouve la semaine prochaine pour terminer sur la leçon numéro 3 qui parlera d'une comparaison Chine-Japon. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.